L'idée à quoi sert ce fameux pavillon auriculaire, c'est qu'à transmettre les sons. Ainsi, en état d'autre fonction, j'espère que toute cette conférence, vous verrez un peu, vous aurez un autre regard. Alors, il s'agit de Paul Nogier. C'est Paul Nogier, en fait, qui a découvert l'oricothérapie. Il l'a découvert en 1951. Dr Paul Nogier était médecin généraliste lyonnais et il était passionné par tout ce qui était clinique et également acupuncture. Et c'est lui qui a donné ce nom auriculothérapie parce que c'est le soin par l'oreille. Quelle indication? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'auriculothérapie? Avec l'auriculothérapie, vous pouvez voir, vous pouvez intervenir dans de nombreuses situations cliniques, et notamment des pathologies douloureuses. Par exemple, un lumbago sciatique, et je reviendrai sur cette indication plus tard, des torticolis, des tendinites, des traumatismes physiques, des céphalées, des migraines, mais également aussi des infections virales, comme le virus, la peste de staph, qui donne en fait le coma, et puis éventuellement des cicatrices. Pas du tout toutes les pathologies douloureuses. Mais vous pouvez aussi, en auriculothérapie, travailler sur des pathologies fonctionnelles, comme l'anxiété, comme les troubles du sommeil, la dépression. On peut agir sur les bouffées de chaleur, donc la forme de pause. On peut agir également sur les troubles du transit. Cette fois-ci également sur des traumatismes plutôt émotionnels et non physiques. Et enfin, on peut aider dans les addictions. Si l'auriculothérapie ne participe pas à la guérison des pathologies que je viens de mentionner, en fait, elle peut toujours être un support. On peut toujours aider quelqu'un en auriculothérapie. À partir du moment où elle est bien sûr intégrée à un soin de parcours. Et on peut pratiquer l'auriculothérapie, et on pratique en France l'auriculothérapie, par exemple, dans le centre anticancérologique. Il nous arrive également d'intervenir en soins palliatifs, en médecine de vie pour les auriculothérapeutes qui ont été formés notamment en Anglais, mais également à la Fondation Rothschild où je travaille, où on aide les patients en soins palliatifs. Il y a des indications en post-opératoire aigu, et on a de plus en plus de consultations pour des patients douloureux chroniques. On voit dans les centres d'évaluation de traitement de la douleur. Et même dans des maladies génétiques et des maladies rares, vous serez toujours un peu aidé, même si ce sont des pathologies où il n'y a pas beaucoup de recherche. Quelles sont en fait les contre-indications à l'auriculothérapie? Alors, les contre-indications en auriculothérapie, en fait, vous n'en avez pas vraiment. Il n'y a pas proprement dit de contre-indication absolue à l'auriculothérapie. On a plutôt des précautions d'emploi. Par exemple, chez la femme enceinte, au premier ou deuxième trimestre, on évitera. On évitera, pourquoi? Parce qu'il y a des zones au niveau de l'oreille qui sont des zones hormonales et éventuellement le point d'utérus, on n'utilisera pas. Il y a des pathologies, par exemple, comme les pathologies psychiatriques sévères. On évitera de poser les aiguilles chez des patients qui ont des pathologies schizophréniques très évoluées, ou des psychoses évoluées. On utilisera d'autres moyens, mais il n'y a pas de contre-indication formelle. Une autre précaution d'emploi, par exemple, ce sont pour les patients diabétiques ou des patients qui sont en déficience immunitaire très important. Pourquoi? Puisqu'il y a des risques d'infection lorsque vous mettez une aiguille, par exemple, sur l'oreille. On a des protocoles bien sûr dans les infections, mais c'est très compliqué. Traitement anticoagulant, quand vraiment le traitement anticoagulant est déséquilibré, pareil, c'est une contre-indication pour la vie. Mais en pratique, en fait, vous pouvez traiter des enfants, des personnes âgées, des personnes de tout âge, et dans n'importe quelle situation. On peut toujours aider. Ça dépend un petit peu de ce qu'on espère par rapport à la consultation de l'auriculothérapie qu'on va faire à une patient. Alors, comment se déroule une consultation d'auriculothérapie? En fait, eh bien, ça ne change pas vraiment d'une consultation chez votre médecin. On va toujours commencer par un interrogatoire. Et l'interrogatoire, c'est vraiment l'élément clé pour pouvoir avoir du succès dans votre pratique. Pourquoi? Il est toujours important
d'essayer de déterminer les facteurs qui ont pu amener d'un état de bien-être à un état pathologique. Et quand le patient parle, il va vous donner des indications. Et ces indications, elles vont vous permettre éventuellement d'aller chercher l'autre que ce soit émotionnel, que ce soit physique. Par l'interrogatoire, j'ai été opéré, j'ai eu un accident, j'ai eu une entorse. Tout ça, ce ne sont pas des détails anodins. Et l'interrogatoire, comme pour une consultation médicale, c'est le plus important. L'examen clinique, bien sûr, compte. C'est pas que un médecin va toujours faire, il restera un médecin avant de faire de l'auriculothérapie à son patient, bien sûr. Et la consultation pourra amener ensuite un traitement. Alors, un traitement éventuellement avec des aiguilles, éventuellement avec des courants électriques. Il y a plein de moyens de traiter les patients. C'est important aussi, c'est d'expliquer aux patients les gestes que vous allez faire. Comment je vais détecter les points? Qu'est-ce qu'on attend de la session d'auriculothérapie? C'est important, bien sûr, de vérifier son matériel. Vous avez toujours les dates de péremption, par exemple, des aiguilles. Et on va toujours désinfecter l'oreille si on doit s'assumer. On a des protocoles de désinfection, par exemple, à l'hôpital, avec de l'antiseptique, qui fait partie de la norme. On va y mettre une champ. Les complications sont exceptionnelles. Dans ma pratique, je n'ai jamais eu ce qu'on appelle une infection. Une amie a eu ce genre de désagrément, c'est exceptionnel. La plupart du temps, nos consultations d'auriculothérapie se passent très bien. Il y a vraiment une utilité, mais c'est toujours important quand même de prendre le minimum de risque en appliquant ces conseils de sécurité qu'on fait dans n'importe quelle situation, à l'hôpital ou dans toute clinique. Je pense que je vais prendre mon opportunité. Oui, je peux faire la conférence sans PowerPoint, mais il y a quand même une idée directrice. Il est là pour... C'est pas grave, avec des majuscules. Tout en majuscules. Il y a pas de projet. Ça marche. Alors, par rapport aux consultations de public, j'ai dit que c'est toujours important d'expliquer aux patients un peu les effets attendus d'une session d'auriculothérapie, parce que parfois, vous pouvez avoir des résultats qui sont immédiats, mais parfois, vous pouvez avoir des résultats qui demandent plusieurs séances. Donc, c'est toujours important d'expliquer à un patient, je pense que vous avez besoin de 3 séances, 5 séances, et on réévalue. Généralement, ce que je dis aux patients, si au bout de 3-5 séances, il ne s'est absolument rien passé, c'est que cette méthode-là n'est peut-être pas la bonne. Essayez de vous corriger vos pathologies, vos intolérances, vos blocages. Généralement, une session d'auriculothérapie pour une pathologie parfois elle peut être très rapprochée. Par exemple, pour un zona, on peut amener à traiter les 2 jours pendant 3-4 séances. Et pour les pathologies plus chroniques, on va se donner du temps. On va se donner du temps parce que le patient il a besoin de récupérer après une séance. On va impulser par l'oreille de son innervation. En fait, tout se passe par l'innervation de l'oreille en partie. L'action thérapeutique sur les nerfs va demander ensuite un changement dans les réseaux neuronaux. Et ça demande plusieurs jours, plusieurs semaines afin d'équilibrer. Donc, généralement, la pathologie chronique, on revoit les gens les 3-4 semaines. Alors là, normalement, on a la diapositive 8. Réflexe. En auriculothérapie, en fait, un des objectifs, c'est de rechercher, en fait, sur l'oreille des points réflexes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un point réflexe? Un point réflexe, en fait, c'est un point qui va être douloureux à la pression. Avec un signe un petit peu caractéristique, qu'on appelle le signe de la grimace. Et sa recherche, en fait, est très utile pour les pathologies douloureuses. Par exemple, par rapport à une pathologie liée aux muscles, aux articulations, aux os. Mais également, par exemple, pour une vessie ou un oesophage ou un côlon. Et on va utiliser ce petit instrument qu'on appelle un palpeur
un palpeur bleu, et on appuie, en fait, avec ce palpeur sur l'oreille, et on va chercher des zones particulières qui sont en rapport, en fait, avec la pathologie du besoin, les symptômes du patient. Et dans une zone particulière, on va avoir un signe que vous voyez ici, très très caractéristique, c'est le signe de la grimace. Quand vous obtenez ce signe de la grimace de votre patient, vous êtes sûr que vous êtes sur le point de. Alors, il ne faut pas chercher comme ça, bien sûr, on va provoquer une douleur, mais on va chercher tout doucement, tranquillement, méticuleusement, dans une zone, et quand on est sur ça, on est sur un point. Et si vous traitez ce point réflexe, vous pouvez avoir une action thérapeutique parfois quasi immédiate, c'est-à-dire de l'ordre de 5, 10, 20 minutes. Après avoir traité ce point, le patient peut changer déjà une amélioration. Le neurologie avait compris en fait qu'il y avait une sorte de cartographie. Il y a une représentation du corps humain sur l'oreille. Et là, c'est pour vous représenter un petit peu les structures osseuses, les structures. Vous voyez toutes les vertèbres qui sont représentées à partir d'ici avec la tête en bas. Ici, la carte est un petit peu plus évoluée. Vous voyez les organes, toujours la tête en bas avec le cerveau. Ici sont les poumons. Ici, vous avez la grande poche de l'estomac. Il n'y a plus d'événements. Et les intestins. Ici, et le pied qui est dessiné et la main qui se rencontre sur l'eau. En fait, voilà, Paul Laugier a compris que tous les organes, tout le corps humain était représenté d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un micro-critère. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi une réflexologie. Une réflexologie, c'est à partir d'une surface qui est limitée, vous avez la représentation de l'ensemble du corps. C'est pour ça que vous voyez sur la partie droite de la diapositive comme un enfant, comme un fœtus. C'est un peu l'image qu'on a donnée. Et il y a un livre qui s'appelle L'homme dans l'homme. Une douleur périphérique localisée va entraîner de manière réflexe l'apparition d'un point douloureux sur la représentation. Là, on est sur une oreille droite. Imaginons que vous avez mal au talon à droite. Votre talon droit, vous pouvez souffrir. Il y a des informations douloureuses qui montent. Ils vont aller dans la moelle épinière, ils vont monter ensuite dans votre tronc cérébral, ils vont aller dans votre cerveau. Eh bien, immédiatement, et vraiment immédiatement, dès que vous avez mal sur votre talon, le point du talon va être douloureux quand on va le rechercher au palpeur. Et vous allez obtenir le signe de la grimace que vous avez dit. Et si vous traitez ce point, vous filtrez la douleur et vous allez limiter la perception de la douleur au niveau cérébral. C'est ça la base un petit peu de la réflexologie. C'est-à-dire qu'on a une douleur périphérique, mais en traitant l'oreille, on va avoir une action à distance, puisque l'oreille est à distance du talon, et pourtant, on va améliorer le patient. En fait, le point réflexe, oui, suivant. Le point réflexe, en fait, il est à l'origine de la compréhension des points auriculaires et l'établissement de ce que je vais annoncer tout à l'heure, c'est-à-dire d'une cartographie. La cartographie, en fait, elle est ce qu'on appelle en médecine, elle est le reflet d'une somatotopie. Alors, ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? La somatotopie, en fait, c'est une organisation spatiale. C'est-à-dire que quand vous regardez où se termine, par exemple, le talon, ici, sur le cerveau, le patient qui a une douleur du talon à droite, en fait, vous ressentez une douleur du talon à droite. Vous croyez que vous avez mal au talon. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est le cerveau qui s'allume. C'est le point gauche du talon, c'est la terminaison, en fait, de tous les fils électriques entre votre talon et votre cerveau. On perçoit la douleur avec le cerveau. Est-ce qu'il y a une spécialisation d'une oreille sur l'autre? Alors, généralement, ce qui est à droite, l'épicore droit, se reflète sur l'oreille droite. D'accord? Notez vos questions, parce que je répondrai à la fin. Donc, vous voyez qu'ici, le talon, il n'est pas du tout
côté du pouce. Il y a une organisation faciale qu'on appelle la somatotopie dans votre cerveau. Et bien sûr, l'oreille, sur la carte de l'oreille, eh bien, c'est la même chose. Tout est agencé de façon bien précise. Et cette somatotopie, on appelle ça une somatotopie, vous la retrouvez sur l'écorce de votre cerveau, mais on la retrouve à différents étages neurologiques. Et comme l'oreille, en fait, elle est richement innervée et elle est pratiquement branchée en dérivation sur votre tronc cérébral, eh bien, le fait de piquer le point, ça va filtrer, ce que je vous disais, la douleur de l'information de votre talon douloureux. Donc, vous allez imiter tout ce message électrique qui monte au cerveau, et donc le patient reprend le douleur. Vous voyez? Et ça, c'est l'idée géniale de Paul Nogier par rapport à cette cartographie qu'il a commencé à faire. Alors, comment on peut traiter un point réflexe? Un point réflexe, on l'a dit, on le détecte avec un palpeur, on a la grimace. On a plusieurs moyens de traiter un point réflexe. Un des moyens les plus connus, c'est l'acupuncture. L'auriculothérapie avait été aussi appelée acupuncture auriculaire, c'est-à-dire que le fait de mettre une aiguille sur la représentation douloureuse du talon, puisque le patient est douleur du talon, avec le cycle de la grimace, vous allez être actif sur la douleur. Il y a différentes aiguilles, et les patients ont l'habitude d'appeler ça des clous. Bon, c'est un peu le langage. Ah oui, docteur, vous m'avez dit des clous la dernière fois, c'était bien actif. Une autre façon de traiter un point réflexe, c'est cette petite canne de verre. C'est mine de rien, ça, c'est hyper efficace. Cette canne de verre-là, vous avez votre canne de verre, vous trouvez le point, vous appuyez fermement pendant 40 secondes, et vous pouvez aussi avoir des résultats immédiats sur la douleur. Cautérisation, c'est-à-dire brûlure, et ça, on va revenir un petit peu plus loin. Voilà un peu les moyens de traiter un point réflexe. La cartographie auriculaire, c'est la première découverte majeure du docteur Nogier. Et son génie d'avoir compris qu'il avait une représentation du corps humain sur l'oreille. Alors, elle n'est pas totalement prouvée. Nous sommes une jeune méthode qui a été découverte en 1951. On n'est que en 2025. Je dis ça parce que la médecine traditionnelle chinoise a plus de 3000 ans. Il y a beaucoup plus d'expérience. Il y a beaucoup plus de recherches qui sont faites aussi par rapport à ça. Et nous, on pêche encore sur les études, mais j'y reviendrai à la fin de ma présentation. C'est la première découverte majeure de Dr. Paul Nogier, mais elle n'est pas totalement prouvée. Pourquoi? Parce que le lobule qui est censé en fait représenter la tête, je vous ai montré le fœtus inversé, dans le lobule, en fait, ce n'est pas forcément les structures qui seraient dans le lobule, mais plutôt une représentation de méninge, c'est-à-dire tous ces tissus qui sont autour des structures du cerveau. C'est l'hypothèse d'un de nos confrères, Michel Marigny. Et ça, c'est facile à comprendre. Pourquoi c'est facile à comprendre? Vous voyez le cerveau, la représentation de toute la sensorialité, de toutes ces afférences sensitives, de toutes les sensations corporelles de votre corps qui est représentée là. Ben oui, vous voyez quoi? Vous voyez le pharynx, la langue, le visage, la main, le dos, le genou, le pied. Il n'y a pas de cerveau. Il n'y a pas de cerveau. Pourquoi il n'y a pas de cerveau? Parce que le cerveau, en fait, ce n'est pas le mot. Vous pouvez ouvrir le cerveau de quelqu'un, le chirurgien peut le toucher, le couper, vous ne ressentirez rien, le patient ne se ressentira rien. Donc c'est difficile de représenter sur l'oreille le cerveau, alors qu'il n'est pas représenté sur l'écorce du cerveau. Donc on a beaucoup de choses, en fait, encore à comprendre et à chercher en auriculothérapie. Et il faut être très prudent, en fait, dans tout ce qu'on enseigne, dans tout ce qu'on dit, et tout ce qu'on peut voir aussi sur les cartes. Voilà, c'est ce que je disais, la cartographie, il est difficile de concevoir donc une représentation de structures qui sont insensibles, indolores, sur le lobule de l'oreille, et qui ne sont pas représentées sur le cortex cérébral, cette écorce ici, qu'on appelle le cortex pariétal, c'est-à-dire là où vous avez la sensibilité, là où vous localisez une douleur. Donc,
Et là où vous localisez une douleur et aussi son intensité. Et donc, cette cartographie aussi, elle a des particularités. Elle n'est pas immuable, elle est plutôt adaptative et dynamique en raison, entre autres, de la neuropathie. Quand vous êtes malade, quand c'est une situation aiguë, c'est simple. Votre corps, votre système immunitaire, votre système hormonal va essayer de tout corriger. Et quand vous avez une maladie chronique, c'est plus compliqué. Et donc, les milliards de neurones que vous avez dans votre cerveau vont activer des structures qui n'étaient pas activées en période aiguë. Donc, forcément, l'expression sur l'oreille, puisque sur l'oreille, en fait, c'est une expression du corps. Et donc, ça peut changer. C'est pour ça qu'on pense que la cartographie, elle est adaptative et dynamique. Alors ça, c'est pour vous montrer un petit peu l'évolution un peu des recherches de Paul Nogier. Paul Nogier a mis environ une trentaine d'années pour affiner ces cartes. La première, vous voyez, c'est celle tout en haut. Vous reconnaissez un petit peu le fœtus, mais vous voyez, il n'y a pratiquement aucun point décrit censé représenter les structures du cerveau. En fait, il avait réussi à retrouver des points du membre supérieur, du membre inférieur, mais ce sont des cartes un petit peu sommaires. Comment il a établi ces cartes, le docteur Paul Nogier? C'est simple. Si vous avez mal au pied, un point réflexe du pied apparaît. Si vous avez mal à l'épaule, un point réflexe de l'épaule apparaît. Donc petit à petit, ces recherches lui ont amené à construire ces cartes. Et on voit l'évolution petit à petit. Ici, à la fin, en 1975, c'est une carte en fait qui représente plutôt des zones, puisqu'en fait, à la fin, on va plutôt se dire, on n'est pas vraiment sur des points millimètres près, on est plutôt sur des zones potentielles de structure. Il laisse une certaine marge. Et cette carte, vous voyez au milieu, en fait, ben voilà, c'est à peu près 200 points, entre 200 points, 300 points qu'on peut retrouver sur l'oreille quand on pratique et quand on étudie l'auriculothérapie. Le point fonctionnel. Une session d'auriculothérapie, c'est de trouver des points réflexes et de traiter. OK. Mais quand même, toutes les pathologies ne sont pas forcément douloureuses. Alors, comment on fait? Eh bien, il y a une deuxième sorte de point auriculaire qu'on appelle le point fonctionnel, qui lui, en fait, est détectable par une propriété électrique. Le docteur Paul Nogier était bien ennuyé à partir de 1951 quand il a voulu étudier ces cartes, parce que quand vous avez un trouble du sommeil, ben, il n'y a pas de douleur. Quand vous avez des bouffées de chaleur, il n'y aura pas de point réflexe douloureux. Et c'est grâce au docteur Niboyer en 1963 qu'il a compris que sur les points d'acupuncture et notamment aussi sur les points auriculaires, le point fonctionnel se détecte avec des appareils. Et là, ça a permis de faire un bond et de trouver plus de points et émettre des hypothèses pour continuer sa cartographie. Oui. Normalement, quand vous allez bien, si on devait faire un examen de tout à chacun, si vous êtes en parfaite santé, en termes de bien-être, ben, en fait, on ne trouve aucun point. C'est absolument très rare. Il y a toujours une petite douleur de dos, on a toujours quelque chose qui nous tracasse, mais en fait, en théorie, si tout va bien, pas de point. Et sinon, on doit se mettre à la recherche de points réflexes et de points fonctionnels. Point réflexe en cas de lésion du beurre et point fonctionnel en cas de dysfonction de l'organisme. Alors ça, c'est une diapositive qui vous montre le professeur Pierre Rabichon, qui est décédé le mois dernier, et je voudrais lui rendre hommage parce qu'il a fait un travail énorme dans l'unité d'INSERM 103 de Montpellier, avec le professeur Pénala, avec Odile Osiège, avec Claudie Terral, qui écoute sûrement, et qui ont travaillé sur l'histologie du point d'auriculothérapie. Je vous ai dit que ce point d'auriculothérapie fonctionnel, on le détectait avec l'électricité, avec l'appareil électrique. Et ce point a une particularité histologique. On a étudié les belles oreilles de lapin et on a étudié sur eux aussi les points d'acupuncture de médecine traditionnelle chinoise. Et on a vu quoi? On a vu que sur le point d'auriculothérapie, il y a une structure histologique
qui se manifeste comme une sorte de cheminée, une sorte de vortex, où vous avez à l'intérieur des vaisseaux, des artérioles, petites artères, des petites vénules, des vaisseaux lymphatiques, des vaisseaux, euh, des fibres neurovégétatives, c'est-à-dire des fibres du système nerveux autonome, et des fibres neurologiques. Toute une structure qu'on appelle complexe neurovasculaire. En fait, dans votre peau, vous avez conjonctif, vous avez ce tissu conjonctif qui parcourt l'ensemble de votre corps, et sur le point, ce tissu conjonctif est plus lâche, et il y a cette sorte de cheminée. Et là, on est sûr qu'on est sur le point fonctionnel d'auriculothérapie qui a été marqué ici, par exemple, à l'encre de chimie. Alors, ce travail a été énorme, il a été poursuivi ensuite, comme je dis, par Odile Ogier-Littéral, qui a écrit des livres là-dessus. Le seul petit bémol, et qu'on regrette, c'est qu'il n'y ait pas plus d'équipes qui ont confirmé ça. Les seules personnes qui se sont intéressées à ce point n'ont pas retrouvé exactement la même chose que l'équipe du professeur Rabichon, mais au moins ont trouvé qu'il se passait quelque chose dans le tissu conjonctif qui était beaucoup plus lâche et qu'on avait quelque chose qui ressemblait à la structure qu'ils avaient décrite. Mais ça reste encore en suspens. Scientifiquement, ce n'est pas prouvé encore à 100%. Ce qui est remarquable, ce sont les travaux du professeur Hélène Langevin. Hélène Langevin a fait un travail phénoménal. C'est une femme qui a travaillé et qui s'est intéressée à l'acupuncture depuis 1990 et qui continue à faire des recherches pour savoir, mais en fait, qu'est-ce qui passe si je mets une aiguille sur un point d'acupuncture? C'est valable forcément sur un point d'oreille. Qu'est-ce qui passe si je mets une aiguille? Et elle a constaté, en fait, que dès que vous mettez une aiguille, il y avait un enrôlement de fibres de collagène. Et cette activité, en fait, au niveau de l'aiguille, avait un impact sur le tissu environnant, sur parfois plusieurs centimètres. Ça, ce sont les fibroblastes. Les fibroblastes, ce sont ces cellules qui produisent le collagène, qui vous donnent bonne mine. Mais les conséquences sont absolument extraordinaires parce que l'impact d'une aiguille dans la peau, bien placée, va avoir des répercussions, si vous voulez, sur le tissu, sur cette matrice extracellulaire. Comme vous voyez, quand on regarde le tissu sous la peau, il y a des cellules, mais pas beaucoup. Il y a à peu près 20% de cellules, et toute cette matrice extracellulaire, ben, c'est inutile, c'est les fibres de collagène. Quand vous mettez une aiguille, en fait, vous allez activer beaucoup de canaux, on appelle ça les canaux ioniques, qui vont modifier l'activité des cellules du pétillon. Il va y avoir une expression de gènes, une sécrétion de protéines, une production d'ATP, et c'est en cours de recherche, et qui va activer énormément de réactions en cascade, et également avoir un impact sur le système neurologique. Puisqu'en fait, quand vous mettez une aiguille, bien sûr, l'aiguille va aussi embrancher quelques fibres neurologiques. Donc, à la fois, quand vous mettez une aiguille, vous avez une action locale pour les fascias, et Bernard ne nous contredira pas, et une information sur le système nerveux central. Voilà, ça c'est une explication qui est un petit peu complexe, mais qui mérite de s'attarder 2 minutes. On appelle ça en fait ce phénomène de mécanotransduction, où en fait on va provoquer des réactions énormes, neuro-hormonales, et sur le complexe neurovasculaire, comme on sait que l'artériole, la vénule, le vaisseau lymphatique, c'est le représentant de votre système immunitaire, plus des fibres neurovégétatives, c'est-à-dire votre système nerveux inconscient, sympathique, parasympathique, eh bien, tout ce mélange et toute cette proximité de structures va avoir un impact localement et à distance. Pour la petite histoire, Hélène Langevin dit que quand on met une aiguille sur l'oreille, le plus efficace, c'est de piquer, de ressortir, de tourner une fois à gauche, de tourner une fois à droite. Et là, l'engouement
autour de l'aiguille est beaucoup plus efficace et mobilise beaucoup plus de tissus et entraîne une réaction locale beaucoup plus importante. Donc on pense que cette façon de faire serait encore plus efficace pour traiter une passion. Au lieu de poser une aiguille directement verticalement, eh bien, il faudrait peut-être ralentir au moment où on passe, relever un petit peu, tourner la bouche. Parce que si vous tournez plus, la réaction locale est moindre. Donc, ce sont des travaux de recherche, mais qui sont vraiment passionnants. Alors, ça, c'est pour vous montrer un peu tout le matériel qu'on utilise dans l'auriculothérapie. Je vous ai présenté le vapeur, la canne de verre, les petits clous, les aiguilles. On a des aiguilles d'acupuncture en haut. On laisse environ une trentaine de minutes pour le patient. Et puis, je vous ai parlé de détection électrique des points fonctionnels. Eh bien voilà, c'est ce type de détecteur qu'on utilise sur l'oreille pour rechercher si on trouve le point. Quand ça sonne, quand on a des diodes lumineuses qui s'allument, on sait qu'on est sur un point fonctionnel et on peut le traiter. Quant à ces appareils un petit peu plus complexes, mais qui servent à traiter aussi les points fonctionnels, on va le voir un petit peu plus tard, sont des appareils fréquentiels lumineux, c'est-à-dire qu'en fait, ces appareils délivrent de la lumière. Ils délivrent de la lumière de manière fréquentielle et on peut faire varier des paramètres de fréquence. Je reviendrai un petit peu plus loin dans la présentation. Bon, alors vous m'avez cru un peu sur parole. Je vous ai dit, le docteur Paul Nogier, il a découvert dans l'hypnothérapie les indications, comment ça se passe, et comment en fait il est arrivé à ça. Comment il est arrivé à ça? Eh bien, il est arrivé à réfléchir et à établir une carte à partir de deux observations. Deux observations où deux de ces patients lui ont raconté exactement la même chose. Deux patients de Lyon, puisqu'il était de Lyon, sont allés à Marseille, dans la région de Marseille, voir une dame, une guérisseuse qui s'appelait Madame Barin, qui avait une technique pour traiter les sciatiques récalcitrants. Et traiter les sciatiques récalcitrants, c'était eh bien, de brûler un point d'oreille. C'est-à-dire que le docteur Penaugier avait vu qu'il y avait une petite marque rouge sur l'oreille de ses patients. On a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a brûlé l'oreille et à chaque fois, oui, j'avais une sciatique, j'ai essayé plusieurs traitements, rien ne marchait, elle me brûle l'oreille. Docteur, en quelques jours, quelques semaines, plus de douleur. Autorisation d'oreille. C'est bon. Alors, on va revenir un petit peu, on va faire un peu d'histoire, on va voyager un peu. Moins 400, Hippocrate, le père de la médecine, celui qui disait que la diététique, c'est notre première médecine. Il disait aussi que les maladies qui ne sont pas curables par la médecine le sont par le scalpel, donc la chirurgie. Celles qui ne sont pas curables par le scalpel le sont par le feu. Quand on sous-entend le feu, on s'entend la cautérisation, le fait de brûler. Et celles qui ne sont pas curables par le feu ne le sont pas du tout. Sur cette diapositive, vous voyez Hippocrate qui est représenté ici à gauche. Et là, il a un de ses disciples et il lui explique comment brûler sur ce patient. Alors, on pourrait imaginer qu'il brûle peut-être pour des maux de tête ou pour des infections, on ne sait pas. Mais voilà un peu comment, au XIIe siècle, on représentait déjà les cautérisations qui étaient un moyen, mais très fréquent. Très fréquent. On n'imagine pas que la cautérisation, c'était l'arme ultime. Le médecin essayait des herbes, essayait des poudres. Si ça ne marchait pas, on allait voir un chirurgien, on opérait. Ici, on n'avait ni résultat avec les herbes, la médecine, la chirurgie. Le recours ultime, eh bien, c'était le brûler. Dans la liste d'Hippocrate et dans la façon de traiter les gens, la cautérisation, c'était le top one. Là, c'est des exemples un petit peu de cautérisation. Alors, la lèpre, on n'avait aucun traitement de la lèpre. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On chauffait les cautères, on avait une bonne liste de cautères, et on les appliquait sur les lésions
de l'être, en espérant ralentir la maladie. Au Moyen-Âge, ça c'est en Flandre, eh bien, lorsqu'on avait un hématome infecté, lorsqu'on avait une blessure pour éviter la septicémie, parce qu'on savait très bien que si une plaie continuait à s'aggraver, on allait en mourir. On n'avait aucun moyen thérapeutique. Alors, une cautérisation. Oui. Les maladies vénériennes, on cautérisait. On y va gaiement sur les testicules. Ici, sur cette diapositive, vous pouvez voir peut-être une cautérisation pour une douleur lombaire, ou bien pathologie infectieuse. Et on cautérisait les hémorroïdes, avec une réaction immédiate sur la face. Ici, on se rapproche de plus en plus de l'oreille. Vous voyez qu'on est en train de cautériser autour de l'oreille pour traiter des maux de tête, des migraines. Et là, c'était en Perse, c'était quelque chose qui aussi était connu et qui, en fait, la cautérisation, Grèce antique, mais Grèce antique, il faut savoir qu'Hippocrate aussi avait voyagé, il était arrivé même en Égypte. Il y avait même des femmes d'Égypte qui se faisaient cautériser les oreilles, vous savez pourquoi? Pour un effet de contraception. Donc, si vous voulez, la cautérisation, elle était répandue partout, partout, en Grèce, en Perse, en Asie, et donc aussi, dans le pourtour méditerranéen, c'était une habitude de traiter les pathologies. Sur cette diapo, nous avons le docteur Valsalva. Le docteur Valsalva, brillant anatomiste italien, on va dire un des premiers européens, qui a travaillé énormément sur le conduit auditif, l'oreille moyenne. Eh bien, il était très étonné parfois de retrouver à l'autopsie de ces patients, derrière le lobule, une trace de brûlure. Et à chaque fois qu'il demandait aux familles de défunts pourquoi on a brûlé derrière le lobule, on lui disait bah, il y avait mal au dos. Donc, cautériser derrière l'oreille, en fait, ça avait du sens, puisqu'on sait que maintenant, ce point-là, en fait, représente l'articulation temporomandibulaire dans la carte de prognose. Donc, cautériser l'oreille, qu'il y ait une action sur une douleur dentaire, c'est logique. Donc là, on arrive, ça y est, de plus en plus sur l'oreille. Et cet article est un article un petit peu fondateur, un petit peu de la cautérisation de l'oreille. C'est un article qui date de 1850 par un médecin qui rapporte ça. C'est le docteur en fait, Luciana de Bastia qui rapporte des cautérisations en Corse. Et il est un peu gêné de rapporter ça dans le journal des connaissances médico-chirurgicales. Ça correspond au Lancet d'aujourd'hui. Hein. C'était le top de la revue de l'époque. La France, au XIXe siècle, on était le premier pays au niveau des connaissances médicales. Mais les reviewers, avec énormément d'ouverture d'esprit, ils disaient on ne comprend pas, mais on est obligé de vous le dire et de l'écrire parce que ça marche. Et dans plusieurs revues des journaux des connaissances médico-chirurgicales, vous pouvez lire exactement toute la description de la procédé, de l'histoire du patient et comment ça évolue. Vous allez sur le site de la Bibliothèque nationale de France, vous allez trouver pratiquement tous les numéros. Ce numéro-là, vous n'allez pas le trouver. Mais vous allez trouver d'autres après. Et si vous tapez les mots-clés cautérisation oreille, vous pourrez lire toutes les histoires de la cautérisation auriculaire. Alors, comment on faisait? Donc là, il parle de cas sur l'île de Corse. Et c'est souvent les maréchaux ferrants qui pratiquaient la cautérisation. Alors, bien sûr, ça embêtait les médecins. Quoi, maréchal Ferrand qui veut traiter une douleur de sciatique. Qu'est-ce que c'est que ce charlatan? C'était les vétérinaires. C'est pareil. Et en fait, c'est logique. Pourquoi les maréchaux Ferrand? Les maréchaux Ferrand, il n'y a pas de problème de recrutement pour la sciatique. Un maréchal Ferrand, ça a toujours une sciatique. Donc un jour, il s'est passé
je connais un truc, on va te brûler l'oreille et tu n'auras plus mal. Et en fait, c'était devenu une habitude. Les maréchaux ferrants avaient des sciatiques et un des collègues prenait une cuillère percée, mettait la cuillère percée dans la partie centrale de l'oreille, chauffait le cautère, et fer rouge, et appliquait le cautère par la cuillère percée et traitait cette partie de l'oreille. Et en cautérisant, il y avait des améliorations de la vie. Et vous pouvez trouver au musée de la Corse ce qu'ils utilisaient en 1850. Alors, ça a été un peu mis la comité scientifique un peu dans l'embarras. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça marche? Alors, je reviendrai dans quelques minutes à la cautérisation auriculaire, mais vous voyez, je reparle d'une synthèse de la cautérisation. Au Xe siècle, Abou el-Kassim en Espagne cautérisait pour les sciatiques 3 points au niveau des jambes. Pierre-François Persing, qui était un chirurgien de Napoléon, lui cautérisait pour éviter toutes les surinfections après les batailles. Il y avait une plaie, on cautérisait. Ambroise Paré, pareil, il cautérisait sur les champs de bataille des hémorragies. Celui qui a un petit peu voulu aller plus loin et pas rester dans l'ignorance, c'est le professeur McGain. Ce n'est pas n'importe qui le professeur McGain, c'est quelqu'un qui était très, très intelligent, très réputé, très bon professionnel, qui s'est dit, mais je vais essayer de faire la même chose que les Corses. La méthode corse, taglia, sciatica, couper l'assiette. Et il avait des résultats, à tel point qu'il avait ouvert une consultation sciatique à l'hôpital Saint-Louis de Paris. Et on cautérisait quelques patients, et vous retrouverez à la Bibliothèque nationale de France le compte-rendu de ces consultations, vous pourrez l'écrire comme moi, et il disait, on ne comprend pas, mais ça marche. À tel point que Charles-Édouard Van Sequard, qui est un brillant neurologue, qui a découvert un syndrome éponyme, est allé faire une conférence en novembre 1866 à Harvard, aux États-Unis, pour expliquer la méthode corse et qu'en France, quand on avait une sciatique récalcitrante, on cautérisait. Alors, la cautérisation, il y avait quelques articles qui étaient publiés de plus en plus, mais il y en a qui a quand même eu un frein, c'est par le Guillaume Benjamin Armand Duchesne de Boulogne, celui qui a découvert l'homéopathie, qui a dit c'est du charlatanisme, ça ne peut pas marcher. Et comme il était très influent, il s'est dit de toute façon c'est une fake médecine, on arrête tout. Et donc après la cautérisation auriculaire, on n'en a plus parlé. On n'en a plus parlé. Alors un de ces arguments, docteur Duchesne, c'est que vous ne comprenez pas trop pourquoi, dans certains cas, les Corses brûlaient à ce niveau-là, pourquoi Mme Barmin, elle, est cautérisée là, et pourquoi ça marchait. Alors, une des explications, c'est que, bien sûr, la cartographie, elle est valable. Dans 80% des cas, la représentation de la colonne, elle se fait comme ça. Mais dans quelques cas, vous avez la colonne qui est sur la branche de l'hélice. Et je pense que les maréchaux ferrants, quand ils avaient des résultats positifs, c'est qu'ils devaient se trouver dans des situations où éventuellement la représentation n'était pas typiquement celle d'origine, c'est-à-dire celle-là. Et ça, on l'a su un peu après avec les travaux de Paul Meusy. Je vais vous parler maintenant de la deuxième découverte de Paul Meusy. Il a découvert 3 choses très importantes. La première, nous l'avons vue, c'est la cartographie auriculaire. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le RAC. C'est un réflexe autonome circulatoire. Qu'est-ce que c'est? En 1966, donc 15 ans après avoir découvert l'autothérapie, Hector Paul Legier travaillait sur ce qu'on appelle sur un réflexe inhibiteur des jambes. Il s'est aperçu qu'en prenant le pouls de ses patients et en touchant l'oreille, il se passait quelque chose. Le pouls change. En fait, le RAC, ce petit signal qui change, c'est une modification du tonus de la paroi de l'artère au niveau de l'artère radiale, parce que c'est là qu'on prend le pouls généralement. Le RAC,
Si vous voulez avoir un petit peu une sensation visuelle, alors j'espère que la vidéo va passer. Celle de Christine, quoi? Sur l'image. Oui, sur l'image. Non? Sur. Vas-y, en avant. Ouais, vas-y, là. Celle. Diapo suivante, on va. Non, Ah oui, c'est parce qu'il a. vas-y, essaye. Non, reviens en arrière. Bon, normalement. En fait, quand vous avez un pouls, prenez votre pouls là tout de suite. Vous allez prendre votre contexte. Prenez votre pouls, vous sentez une pulsation. Vous sentez une intensité de pulsation sur vos doigts. Essaye pour voir. Voilà. Quand vous avez un pouls normal, vous avez cette sensation-là. Et quand vous avez le signal RAC qu'a découvert le docteur Paul Nogier, vous avez l'impression d'un pouls qui est plus fort, plus tendu, plus volumineux. Et ça, c'est le signal. En fait. Et pourquoi ce signal-là est important? Vas-y, un petit peu plus loin. Pourquoi ce signal-là est important? C'est que, en fait, à partir de ce moment-là, Paul Nogier a dit, mais en fait, ce signal-là, il apparaît quand j'approche les détecteurs sur l'oreille. Donc, quand je fais une détection, je vais pouvoir aussi utiliser le signal. Je vais revenir un petit peu dessus juste après pour vous expliquer un petit peu plus en longueur. Alors, est-ce qu'on a dans l'histoire des exemples de ce signal, en fait? Eh bien oui, on a dans la littérature, dans le livre de Gilbert Sinoué, Avicenne, sur la route de Saint-Henri. Tu coupes son micro. Oui, mais si je change d'écran. Avicenne, c'était un médecin des plus réputés du Xe siècle. Il est né en 980 à Bukhara, en Ouzbékistan. Et il a été un des plus brillants. Et il y a un livre qui retrace son histoire, c'est ce livre-là, où en fait, on apprend qu'un jour, Avicenne et un de ses amis sont invités dans une province du Turkménistan, un pays qui est au-dessus de l'Ouzbékistan, au-dessus de l'Iran, et au côté de la mer Caspienne. Il est appelé à la cour d'un prince. Le prince le reçoit, le flatte, disant tu es le meilleur, tu es le brillant. Et puis au bout d'un certain temps, il va le provoquer. Il va le provoquer en lui disant écoute, voilà, il faudrait que tu soignes ce patient. Ce patient ne va pas bien depuis plusieurs mois, il devient mélancolique, il est triste, et il est devenu mutique. Avicenne avait senti le traquenard un petit peu venir. Comment soigner un patient si je ne peux pas l'interroger? L'interrogatoire, c'était vraiment le plus important à cette époque. En prenant le pouls de ce patient, il a demandé à ce jeune patient de s'allonger et il a continué pendant tout l'interrogatoire à prendre le pouls de ce patient. Il écoute religieusement tous les médecins de la cour pour essayer de soigner le neveu du prince, puisque ce jeune adolescent, en fait, deux petits. Et puis, à un moment donné, l'ami d'Avicenne lui dit mais c'est pas possible, c'est une tâche trop ardue que tu me demandes. Et dans sa tirade, il va énoncer 5 villes. À un moment donné, Avicenne dit est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire? Il répète les 5 villes. Et Avicenne demande est-ce que vous pouvez amener le chef du village, de ce village? Quelques heures passent, le chef du village arrive, et Avicenne continue en prenant le pouls du jeune patient, lui demande dans ce village, il y a combien de rues? C'était un petit village, il n'y avait que 3 rues. Peux-tu me citer lentement le nom des 3 rues? Le village qu'on appelle un scan énumère les 3 rues. Et Avicenne dit dans cette rue-là, combien il y a de familles? On avait une petite dizaine, pareil, nomme-moi les familles une par une. Et dans la rue incriminée, il y avait aussi la famille du chef du village. Et Avicenne demande au chef du village, mais as-tu des enfants? Il lui dit, oui, j'ai 2 enfants. J'ai un fils et une fille qui s'appellent Latifa.
Et là, de façon espiègle, Avicenne se retourne vers le prince et lui dit, je pense que ce jeune homme est atteint d'un mal qui est difficilement soignable, un mal qui peut atteindre le corps et l'esprit, et je pense qu'il est amoureux de la femme, qui ne peut pas l'épouser en raison de sa condition sociale. Alors là, ça a été un brouhaha total dans la chambre, dans la pièce de réception du palais. Avicenne a été un petit peu jeté en dehors de la salle de réception. Qu'est-ce que c'est que ce charlatan? Va-t'en. Et au moment où Avicenne s'apprête à partir, le jeune luthier dit, Avicenne a raison. Oui, j'aime Latifa et je veux l'épouser. Tous les médecins étaient stupéfaits de ce résultat. Ils m'ont dit, mais comment as-tu fait? Comment as-tu pu faire le diagnostic? Avicenne était malin. Il savait que ça ne pouvait pas être une maladie physique. Il avait vu tous les médecins du village. Et puis ce teint mélancolique, amaigri, triste, lui fait penser que c'était sûrement une pathologie psychologique. Et il dit très bien, écoute, c'est très simple. Quand je prenais le pouls du jeune homme, quand je suis arrivé sur la ville que tu as mentionnée, son pouls a changé. C'était le signal masculin. Et quand tu as dit la rue, de nouveau, j'ai eu le signal. J'ai eu le pouls qui changeait. Et quand je suis arrivé sur la famille, ta famille, ça a changé. Donc, que raconte Gilbert Hemingway et l'expérience d'Avicenne montre qu'en fait, une stimulation interne, une émotion, peut modifier votre vie. Alors, la deuxième histoire qu'on a à propos de ce signal vasculaire, cette modification du pouls, elle nous vient en fait d'un chirurgien qui vient de Strasbourg, qui est le docteur René Le Riche. Le docteur René Le Riche, en fait, doit opérer dans les années 40 un jeune patient qui présente ce tableau clinique-là. Vous allez vite très vite comprendre. Vous avez l'artère fémorale et vous avez la veine fémorale. Entre les deux, il y a une communication. Ça, c'est pas normal. Ça s'appelle une fistule artérieuse. Le réseau artériel doit emmener le sang du cœur à la périphérie. Le sang veineux doit partir de la périphérie et le cœur. Il n'y a pas de communication. Cette malformation a entraîné par surpression un anévrisme, une dilatation en amont. Le docteur Le Riche opère de taille. En fait, il sectionne la fistule, il remet une continuité normale, artère-veine, et on va le revoir. Et le docteur Le Riche avait cette particularité de vouloir toujours vérifier les pansements, c'est lui qui les faisait. Et il s'est rendu qu'en effleurant la cuisse du patient, il voit sous la cicatrice l'artère qui bat une dizaine de fois. Il recommence plusieurs jours. À chaque fois qu'on touche un tout petit peu la cicatrice, on voit encore l'anévrisme qui bat. Le patient revient voir le docteur Le Riche au bout d'un mois et il dit, mais vous savez, docteur, quand je lis un livre et qu'il y a un passage poignant, je ressens aussi ces battements successifs, environ une dizaine. Donc là encore, cette expérience, cette histoire nous dit encore qu'une stimulation cutanée peut déclencher un signal vasculaire et qu'une émotion interne, quand vous lisez un bouquin poignant, peut aussi modifier votre pouls et donner ce signal vasculaire qu'avait découvert le Dr. Paul Leger. Et ça a changé tout. Ça a changé tout et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi après. Est-ce que tu peux remettre oui, maintenant je peux. En phrase. Donc, ce sont les deux observations. Alors, le docteur Le Riche a failli découvrir ce signal, il a failli découvrir le RAC. Au départ, on appelait ça le réflexe auriculo-cardiaque. Il aurait pu le découvrir, mais en fait, dans son idée, il s'est dit, on peut percevoir ces battements parce qu'il y a l'anévrisme. Mais s'il avait pris le temps de prendre le pouls de son patient et de faire une stimulation cutanée sur la cuisse ou ailleurs, il aurait trouvé une modification de pouls. Docteur Le Riche, ce cas clinique, en fait, Paul Leger ne le connaissait pas. Et en 1966, il a découvert, lui aussi, par hasard, par sérendipité,
le signal vasculaire qu'on appelle le RAC. En fait, ce signal vasculaire, il peut résulter d'une stimulation externe, physique touchée, ou interne, émotion, et il modifie de façon qualitative votre pouls. C'est un signal qui est à la fois physiologique, mais qui peut également montrer des pathologies, selon la question posée lorsque vous faites des détections sur la peau. Alors, je ne sais pas si on arrivera à faire la vidéo, mais voilà mon ami Anthony de Souza qui s'excuse, il aurait voulu assister à la présentation, mais voilà un peu quand on prend le pouls du patient et qu'on approche des détecteurs sur l'oreille, ou bien debout, quand on veut examiner éventuellement une colonne vertébrale, et si on prend le pouls du patient, si on obtient des règles, on sait qu'on est sur une zone pathologique. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est extraordinaire parce qu'en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que, en fait, on a l'impression que l'être humain a une forte conscience. En fait, on est auto-piloté. On a très peu d'interaction avec nous-mêmes. On n'y pense pas. Là, vous êtes assis, vous n'avez pas mal au dos. C'est les filtres d'allueur qui sont en place par le système neurovégétatif. Ici, vous n'avez pas. Tout le système neurovégétatif, c'est celui qui est le plus important dans le corps. On peut vivre sans cerveau. Des gens qui sont en coma végétatif. On peut vivre sans moelle épinière. Il y a des gens qui sont tétraplégiques. Mais on ne peut pas vivre sans tronc cérébral. C'est l'organe qui est entre le cerveau et la moelle épinière. Puisque tout ce qui est contrôlé de façon automatique, c'est dans le tronc cérébral. Tout le système nerveux sympathique, système nerveux parasympathique, c'est ça qui nous commande. Et quand on n'est pas bien, en fait, il y a une expression du système neurovégétatif. Et vous connaissez le système nerveux sympathique, on l'attribue au système du combat et de la fuite. C'est ce système qui aussitôt se met en branle lorsqu'il y a un événement stressant. Eh bien, une maladie, au départ, c'est une maladie stressante. Et quand vous approchez des détecteurs sur le cœur et que vous avez ce signal, en fait, c'est l'expression du système sympathique qui vous dit où sont les pathologies. Puisque l'artère est uniquement innervée par le système sympathique. Donc, une pathologie, ça va stresser. Et quand vous approchez des détecteurs sur les ondes malades, vous allez obtenir ce signal. Et ça a permis à Paul Megier de terminer sa cartographie avec des modalités que je ne vous expliquerai pas ce soir, mais ça lui a permis de terminer grâce au RAC. Et ça a permis de comprendre que le point fonctionnel qu'on avait vu, qui avait des propriétés électriques, était aussi détectable avec le RAC. Quand vous avez plus de 3-4 racks sur un point d'auriculothérapie, vous savez que vous êtes sur un point qu'il faut traiter. Alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, si vous êtes kiné ostéopathe, et puis vous voyez toujours votre patient qui a toujours le mal au dos, et vous faites des examens, des manipulations, des massages, et à chaque fois, ça rechute. Alors, avec le signal vasculaire, vous allez pouvoir trouver en fait ce qu'on appelle des foyers ostéopathiques primaires, c'est-à-dire l'origine du mal. Votre patient qui vient pour une douleur lombaire et qui revient, en fait, vous oubliez de vous dire qu'un an auparavant, il a eu une entorse à la cheville. Et c'est parce que il n'a pas traité l'entorse correctement et que le tissu conjonctif, comme je vous ai expliqué, qui se connecte à l'ensemble du corps, est toujours déficient, il est fibrosé, il n'est pas souple, eh bien, par effet cascade et effet domino, on continue à avoir des douleurs lombaires. Et avec le signal RAC, vous allez pouvoir repérer les zones malades. Et ça, c'est une aide, mais alors incommensurable pour quelqu'un, quand on pratique l'auriculothérapie, c'est absolument fabuleux. Si vous êtes dentiste, des fois, vous avez des patients qui viennent vous voir, j'ai mal à la dent. Et le dentiste est bien embêté, puisque l'examen clinique est normal, les radios, le scanner mobile est normal, et le patient vous dit, retirez-moi la dent, retirez-moi la dent. Et le dentiste sait parfaitement, il ne faut pas retirer la dent, il n'a pas de raison. Et des fois, il le fait parce que le patient a une pression très importante. Et bien souvent, après ça, le patient continue à avoir mal. Avec le RAC, avec le pouls, vous allez pouvoir déterminer en fait les dents qui sont responsables de la douleur d'une autre dent.
On appelle ça des foyers dentaires. Il y a un excellent bouquin qui a été écrit par Chantal Guies, mais que ce soit. Et on va différencier en fait les dents réactogènes au pouls et les dents causales. Et ça va permettre au dentiste en fait de traiter exactement ce qu'il doit faire. Et parfois, il pourra sauver les dents. Puisque retirer une dent, c'est toujours c'est vraiment une mutilation. Et parfois, c'est une mutilation qu'on pourrait éviter. Parce qu'avec l'outil, vous allez savoir où sont les situations qui sont à traiter et les plus préoccupantes pour l'état de votre santé de votre patient. Si vous êtes, par exemple, psychologue, psychiatre, eh bien, faites la ficelle. Prenez le pouls de vos patients. Vous prenez le pouls de vos patients, vous laissez parler. Le patient a oublié que vous prenez soin. Et puis, à un moment donné, avec le signal, quand il va y avoir une émotion désagréable ou quelque chose qui bloque, un blocage, en fait, dans la situation de son patient, il va vous amener directement. C'est comme un détecteur de mensonges. Puisque le signal vasculaire, c'est inconscient, c'est le système nerveux autonome. Eh bien, en laissant parler quand vous êtes psychologue ou psychiatre, vous arriverez peut-être sur des événements de vie, en fait, qu'il faudra travailler, que le patient avait à peine évoqué. Et ça, c'est une aide aussi incommensurable. Si vous êtes orthophoniste, comme mon ami Claire Lucas, eh bien, vous allez pouvoir pousser la prise en charge de vos patients. Prendre en charge un patient en orthophonie, c'est souvent long, il faut beaucoup de séances. Mais si vous avez des points qui permettent d'améliorer le fonctionnement du cerveau, d'améliorer le fonctionnement des réseaux neuraux, on a 100 milliards de neurones environ dans notre cerveau. Donc, si vous avez la possibilité de rendre meilleures les connexions entre un cerveau gauche et un cerveau droit, bien forcément, les résultats en orthophonie vont être beaucoup plus rapides. Voilà un peu toutes les indications. Et en médecine, nous avons beaucoup de situations de blocage que peu de praticiens de santé connaissent, que peu de médecins connaissent, ce qu'on appelle par exemple des premières côtes, ou bien des cicatrices perturbatrices, ou comme les foyers dentaires, c'est-à-dire que des fois, vous avez des patients qui ont d'authentiques sciatiques qui viennent d'une dent. Vous avez des patients qui ont une névralgie cervico-brachiale, qui ressemblent à une névralgie cervico-brachiale, mais pourtant l'IRM ou le scanner est normal. Et l'origine est parfois dentaire. Une cicatrice, par exemple, après une césarienne, peut donner des infections urinaires à répétition, puisqu'on a perturbé le système cutané, la peau. La peau, c'est du système orthosympathique, c'est du système sympathique. Eh bien, le système immunitaire, c'est aussi du système orthosympathique. Eh bien, l'immunité diminuant après une cicatrice, la personne fait des infections à répétition. Je me rappelle d'une patiente, dans ce cas, je découvre une cicatrice grâce au pouls, avec un endroit bien particulier, je trouve un point de correspondance pour les deux. Et 2 ans après, je la revois, je lui dis, vous savez, depuis que vous avez traité ma cicatrice, je n'ai plus fait d'infection. Et ça, ce sont des pathologies qui ne sont pas connues. Tous ces blocages, en fait, qui s'expriment par le système sympathique avec le pouls, et ce signal vasculaire qui persiste, eh bien, ça, c'est lorsque vous apprenez l'auriculothérapie que vous pouvez apporter énormément à des patients qui se trouvent en errance médicale. Je ne comprends pas, on me dit qu'une hernie cervico-brachiale, on me donne le traitement, ça ne marche pas. J'ai une sciatique, j'ai pas de hernie. On ne comprend pas. Et tout ça, ça peut venir de ce qu'on appelle les microcervicaux, un foyer dentaire, une stéatose, bien parfois même d'un trauma émotionnel. C'est ça la puissance, en fait, du signal. La troisième découverte majeure du docteur Paul Legier, c'est un petit peu ce qui découle en fait du signal RAC et je pense de l'héritage aussi de son père. Je reviendrai dessus. Docteur Nogier avait compris que lorsqu'on touchait l'oreille, on avait le signal. Mais il s'est aperçu aussi que quand on approchait de la lumière sur l'oreille, il se passait aussi le signal RAC pendant quelques pulsations. Alors, un flash lumineux, on avait un RAC. Et puis Paul Nogier, comme je vous ai dit, qui était très intéressé par la physique, s'amusait à inventer des appareils et à délivrer des fréquences sur l'oreille. Et il s'est rendu compte que le pouls pendait, il y avait ce signal-là sur certains territoires.
avec telle fréquence. Telle fréquence sur tel territoire donnait quelques règles, alors qu'à côté, il y avait rien du tout. Ce qui lui a permis, en fait, de faire ce qu'on appelle une codification. Une codification fréquentielle de l'oreille avec la lumière. Et ça, ce sont des territoires qui réagissent à des fréquences bien particulières. Et ça, c'est ce qu'on appelle les fréquences de poélogie. Si vous délivrez, par exemple, comme je suis en train de le faire ici, cette fréquence-là, c'est 2,28 Hz, sous la zone de l'oreille ici, vous allez obtenir 2-3 racks, 2-3 signaux masculins. C'est normal, puisque c'est un territoire de reconnaissance isofréquentielle, c'est-à-dire c'est le même territoire de la fréquence. Si je vais sur la fréquence B, ça va plus vite, c'est le double. Vous voyez que ce sont des fréquences harmoniques. La suivante correspond à la précédente fois 2. 2,28, 4,56, 9,12, etc. Et cette fréquence, 4,56, en fait, si je prends le pouls de quelqu'un, ici, ou un patient, ça va réagir à 2-3 bases, puisque c'est le territoire de la fréquence B. Ici, c'est la fréquence C. Ici, c'est la fréquence D. Ici, la fréquence E. Et là, on ne peut plus rien voir, parce que ça va trop vite. F et G. La phonologie a codifié des territoires. Alors, c'est un petit peu compliqué. Mais, en fait, quand tout va bien, vous avez ces territoires qui s'expriment avec ces bonnes fréquences. D'accord? Il a découvert ces fréquences lumineuses donc sur l'oreille, mais il a également découvert ces fréquences sur le corps. Alors, c'est un petit peu complexe, mais ça, c'est un petit peu comment nous, au Glen, l'école fondatrice de l'Euroclo en France, et comment Raphaël Nogier comprend les fréquences. On assimile les fréquences, en fait, un petit peu à des activités. Et la fréquence A, la plus faible, serait en rapport avec le travail des cellules du corps. La fréquence B, qui est ici, serait en rapport avec des échanges cellulaires. C, ce serait le travail musculaire, quand on voit dans les contractions. La fréquence D, ce serait un travail de symétrie des fonctions entre le cerveau gauche et le cerveau droit. La fréquence E serait une fréquence un petit peu de la multilipinière qui est représentée ici en bleu. La fréquence F serait en rapport avec des fonctions tout corticales, c'est-à-dire des structures très profondes dans le cerveau. Et enfin, la fréquence G serait les fréquences corticales, là où vous percevez par exemple la douleur. Toute la perception se fait au niveau. Voilà un peu comment on comprend ça. Alors, c'est un peu complexe, et je vais vous faire un petit résumé un petit peu aussi de pourquoi de cette fréquence. Pour vous donner un ordre d'idée plus facile à comprendre, imaginez une autoroute. Vous avez une autoroute avec 7 voies. Vous avez des voitures A dans la voie A, des voitures B dans la voie B, C, E, F, G, etc. Quand vous êtes en bonne santé, vous avez les bonnes fréquences sur les bons territoires, à la fois sur l'oreille, à la fois sur le corps. Ça, c'est parfait, c'est l'homéostase. Ce petit dessin, c'est pour vous expliquer un peu la physiologie, mais également la pathologie. Quand vous êtes malade, par exemple, ici, vous voyez que dans la voie C, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des voitures A qui sont venues. Il y a des voitures F qui sont venues. Et vous voyez que sur ce territoire C, en plus d'avoir des voitures, on va dire, qui ne devraient pas être là, ce qu'on appelle des fréquences parasites, en plus, la fréquence d'origine, elle est perturbée à moins 30%. Donc ça, ce cas-là, ça veut dire quoi? C'est que sur le territoire C, on sait que c'est le jaune, on a trouvé un point avec l'oracle, et on a pu faire une signature fréquentielle de la maladie, qui s'exprime par ces 3 fréquences. Et quand on va utiliser l'appareil fréquentiel, on va injecter ces fréquences pour aller chasser le A, la voie C, pour le remettre ici, chasser le F pour le remettre dans sa voie F, pour retrouver l'homéostasie initiale. Les fréquences, le RA, ça permet de faire des signatures de maladie. La maladie, c'est des fréquences déviées, c'est des fréquences parasites. Et nous, notre rôle en auriculothérapie, c'est de trouver les points
avec la même fréquence sur le corps, si on fait une signature sur le corps, sur un genou, et trouver les points avec la même signature, comme dans cette configuration. Un autre exemple, ici, tout va bien dans les voies, tout allait bien, pardon, dans les voies A à G, tout allait bien dans les voies A à G, sauf dans un territoire G, donc on doit trouver un point ici qui réagit au pouls, qui est confirmé en plus avec un appareil électrique. Et quand on fait une signature de la maladie, on voit qu'on a des voitures D et des voitures F. Et en plus, ils sont déviés. Donc, quand on va injecter la fréquence D-30, quand on va injecter F-30 sur le point qu'on a trouvé sur la voie G, on va chasser les fréquences parasites et déviées, et on va retrouver petit à petit une homéostasie. Vous comprenez un peu? C'est un peu compliqué, mais je pense que ce schéma vous permet de comprendre un peu mieux comment fonctionnent les fréquences et l'utilité des fréquences. Alors, je pratique l'auriculothérapie dans un CETD, c'est-à-dire un centre d'évaluation et de traitement de la douleur. Je crois que vous avez un problème de douleur. Vous soignez après, vous avez un peu de douleur. Alors, la particularité d'un patient en fait douloureux chronique, quand on travaille dans un CETD, c'est que ce n'est pas du tout le même type de patient qu'on peut voir en médecine générale. Moi, je suis médecin généraliste de formation. Et depuis pratiquement 3 ans, je travaille au centre d'évaluation de la douleur à la Fondation Rothschild à Paris. Ce n'est pas du tout les mêmes patients. Les patients douloureux chroniques sont des patients qui ont une histoire derrière eux. À partir de plus de 3 mois de douleur, je vous ai dit que la carte changeait au niveau de leur année, la neuroplasticité. Et la douleur chronique, c'est une expérience sensorielle, émotionnelle, désagréable, associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Si vous voulez, quand on est douloureux chronique, il va avoir des facteurs qui vont intervenir, qu'on doit prendre en compte. Si vous avez une angine aiguë, je ne vais pas vous demander qu'est-ce qui s'est arrivé il y a 8 jours, il y a 15 jours. On peut aller très vite pour traiter une angine. Quand on a un patient douloureux chronique, on doit en fait prendre en compte un modèle. Ce modèle, on l'appelle le modèle biopsychosocial. En fait, quand vous avez une douleur chronique, tous ces facteurs interviennent dans la perception de la douleur. Si vous habitez au 5e étage sans ascenseur, dans le 19e arrondissement de Paris, vous allez percevoir une douleur chronique différemment que quelqu'un qui a un chantilly avec un petit jardin. Si vous êtes en procès parce que vous avez eu un accident de travail avec l'employeur qui n'avait pas mis à la disposition de matériel pour exercer votre métier, vous n'allez pas percevoir la même douleur que quelqu'un sans procès. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, on ne perçoit pas la même douleur pareil. En vérité, les histoires familiales, on sait qu'il y a des familles qui ont plus tendance à faire telle ou telle pathologie. Il y a des traditions culturelles. On vous a appris, peut-être petite, non, te plains pas. Il y a des histoires familiales, il y a des traumatismes émotionnels derrière cette douleur chronique. Et donc, tous ces facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, c'est sûr que quand on n'a pas d'argent, c'est plus compliqué que quand on peut avoir de l'aide, un kiné, des thérapies complémentaires non remboursées, que quelqu'un qui a du mal à faire ses mouvements. Donc tout ça, ce sont des facteurs qu'on prend en compte. Qu'est-ce que ça change en fait? Ça change que bien souvent, la douleur chronique est une fausse alarme. Autant la douleur aiguë, elle est là pour vous sauvegarder. Et à un moment donné, vous avez une hypersensibilité centrale, c'est-à-dire que vos neurones sont très sensibles et votre seuil de douleur devient très bas à cause de la douleur chronique. Et en même temps, tous les facteurs que je vous ai mentionnés dans le modèle biopsychosocial. Comment je conçois le travail? En fait, pour moi, c'est l'interdisciplinarité. Je ne peux pas concevoir seul de traiter un patient douloureux chronique. C'est une situation complexe et on a besoin de tout le monde. Et dans notre équipe, ça commence par les secrétaires.
ce sont les secrétaires qui déjà vont recueillir le premier coup de téléphone. Ce sont elles qui vont envoyer des questionnaires pour les patients. Nous avons nos infirmières, nous avons nos psychologues, psychiatres, nous avons des kinés, nous avons également des médecins, bien sûr, dentistes, neurologues, neurochirurgiens, médecins de rééducation et un auriculothérapeute. Et c'est tout ce travail conjoint, tous ensemble, lorsqu'on fait des stages, où on va essayer de trouver quelle est la meilleure solution à cet instant-là. Parce que tout bouge, tout est mouvement en fait, dans un patient qui est biorphonique. Alors des fois, ça sera une solution médicamenteuse, des fois, ça sera une solution médicamenteuse et des thérapies complémentaires. Ça peut être de l'hypnose, puisqu'on pratique aussi l'hypnose au CETD. Ça sera peut-être aussi de la kiné et un soutien psychologique. Ce sera le psychiatre avant éventuellement une opération chirurgicale. On peut implanter des matériels électriques, par exemple une moelle épinière, pour couper l'information douloureuse. Donc on a un plateau technique qui est complet, qui est le plus complet possible. Mais tout ça, ça se fait en équipe. La neurochirurgienne qui est avec nous n'opérera jamais si la psychologue dit non. Non, parce qu'il y a un drapeau rouge, il y a un contexte social, il y a un côté psychologique qui est trop important. Donc, on travaille vraiment en équipe pour essayer de proposer aux patients, et il faut du temps pour traiter nos patients douloureux chroniques. Et ça s'appelle un parcours de soins intégratif. C'est vraiment l'intégration de toutes les capacités qu'on a à notre disposition et en communiquant à la fois, bien sûr, en mettant le patient au centre des discussions, puisqu'on ne fera jamais sans son avis, mais on a besoin de tout ce monde-là pour avancer dans une situation complexe. Alors, revenons à notre histoire. 1951, découverte de l'hypnothérapie, la belle ville de Lyon. 1957-58, première cartographie. Ça a été publié en Allemagne, dans une revue d'acupuncture en Allemagne. C'est la première publication de pneumologie. C'est parti ensuite au Japon, retraduit au Japon. Du Japon, c'est parti en Chine. De Chine, c'est parti aux États-Unis. Et puis, progressivement, ça s'est internationalisé. Et sur tous les continents, on pratique l'auriculothérapie. Années 60, formidables années. L'année des années 60, ça a été formidable pour l'auriculothérapie. Ça a été formidable parce que c'était une période de révolution. Alors, notamment en France, avec la révolte du mois de mai, où beaucoup de médecins, beaucoup d'étudiants en médecine étaient contre les systèmes. Et quand il y a eu l'auriculothérapie, quand ça s'est un petit peu développé, ils se sont dit, on va prendre ça, on va arrêter ce qu'on a l'habitude de faire à l'hôpital. Les mandarins, on n'en veut plus, on fait quelque chose de nouveau. Et l'auriculothérapie est ensuite considérée comme révolutionnaire. On a formé au Glen, le groupe lyonnais d'études médicales, et des centaines de thérapeutes grâce à ça. Qu'est-ce qui a aidé également l'auriculothérapie? C'est Mao. Mao, la révolution culturelle. Mao, la République socialiste chinoise, avait une drôle d'idée, c'est de vider les hôpitaux de ses médecins. D'envoyer tous les étudiants en médecine à la campagne, des médecins au pied nus, pour leur apprendre l'humilité. Et donc, ils n'avaient aucun moyen de traiter. Et quand ils ont découvert l'auriculothérapie, ça s'est diffusé à la vitesse de l'allumette qui s'allume. Et donc, il y a eu beaucoup de praticiens d'auriculothérapie dans les années 60, aussi par nécessité, puisqu'ils avaient été chassés pendant 10 ans de l'hôpital. Donc, les années 60, 70, vraiment, ça a été des années où on a formé énormément de thérapeutes à l'auriculothérapie. Vous vous rappelez Mme Barin? J'ai des nouvelles. J'ai des nouvelles de Mme Barin, pas vraiment, mais indirectement. Mme Barin, cette guérisseuse de la région de Marseille, je visionnais une vidéo d'une kiné sur des pathologies lombaires et je tombe sur un commentaire. Et je vais vous lire. J'ai eu la sciatique du mois de juillet 2022 à novembre 2023. Malgré kiné, ostéopathe, chiropracteur, je ne savais plus à quel symbole. J'ai passé des mois couchés. Je sais qu'il y a une méthode radicale. Ma mère l'a expérimentée en 1967. C'est la cautérisation du nerf de l'oreille. Elle avait consulté une dame, Madame Barin, du Carry-Rouet,
Malheureusement, j'ai trouvé notre village en bord de mer, mais je n'ai pas trouvé cette personne. Pourtant, c'est une super méthode, elle n'a jamais plus du mal. Je connais une personne qui la pratique. Alors, je ne sais pas si cette personne qui nous écoute ce soir, mais nous pratiquons encore les cauterisations. Ça m'est arrivé déjà de cauteriser des patients dans l'indication d'une sciatique récalcitrante. Madame Barin, 25 ans après avoir découvert, le docteur Paul Logier a découvert le thérapie, continuait à pratiquer avec succès. Avec succès. On avait des succès en 1850, eh bien, ça ne changeait pas. 1976, on avait encore des succès et on continue à avoir des succès quand on cautérise les sciatiques. Alors, pas à 100%. Petit personnel, j'ai cautérisé 6 fois, j'ai eu 3 guérisons. J'ai eu 2 résultats moyens et un échec. Mais j'ai pu soulager les patients qu'on ne pouvait pas améliorer avec les médicaments, et comme dans ce commentaire, la kiné, l'ostéopathie, et j'en passe. La reconnaissance de l'auriculothérapie. Alors, ça, c'est une importante réunion que vous pouvez lire. Vous allez sur le site de l'IRIS et vous pouvez retrouver en fait un compte rendu de l'Organisation mondiale de la santé, car en 1990 est tenue à Lyon une conférence internationale où tous les pays de 5 continents ont standardisé pour mettre en commun et faire une carte des points auriculaires. Alors, ça a été pas simple d'accorder tout le monde, mais 43 points ont été reconnus lors de cette réunion. Où est le point du genou, où est le point de la hanche, où est le point de l'épaule. 43 points ont été reconnus et 36 ont été en suspens pour des détails de précision, mais qu'on peut comprendre car les Chinois pratiquaient beaucoup les pathologies chroniques et on sait que l'oreille, cette carte, elle est adaptative, dynamique, et dans des situations chroniques, les points peuvent bouger. Et les Chinois préféraient plutôt des points plus externes que les points français. C'était plutôt dans des situations de vie. C'est un gros travail qui a été effectué, c'est un formidable travail. On a la reconnaissance du docteur Hiroshi Nakajima au centre, dans les salons d'hôtel de ville de Lyon. Et vous verrez dans la diapo suivante, il a une lettre où il explique, il met bien l'église au milieu du village en disant l'auriculothérapie, c'est français, c'est Paul Logier, c'est efficace, et il promeut l'auriculothérapie comme une formidable méthode. Et il valorise tout le travail de Paul Logier sur la reconnaissance de ce système de représentation du corps humain sur la. On a une reconnaissance officielle de l'Organisation mondiale de la santé. Et vous pouvez lire ce rapport sur le site que je vous ai mentionné. Alors, l'enseignement et l'évaluation de l'auriculothérapie. Il y a en fait 2 grandes écoles en France qui sont, à mon avis, à la pointe de l'enseignement de l'auriculothérapie. Alors, je vais commencer par la plus ancienne, et puis c'est aussi la mienne. C'est le GLEM. Le GLEM, c'est l'école originelle voulue par le docteur Paul Logier, le groupe lyonnais d'études médicales. Et cette école est présidée actuellement par le docteur Raphaël Levin. Au GLEM, on enseigne pendant 2 ans à des professionnels de santé et aussi à des praticiens de santé, c'est-à-dire pas forcément que des médecins. Et on délivre un diplôme et un certificat. Et les étudiants peuvent faire un mémoire sur des cas, par exemple, qu'ils ont découvert sur l'auriculothérapie. Alors, j'aimerais revenir un petit peu sur la famille Logier parce qu'on doit tout à la famille Logier pour l'auriculothérapie. Et je vais commencer par Thomas Logier. Thomas Logier, c'est le père de Paul Logier. Il est né en 1874. Et le coup du sort, c'est qu'il a pratiqué l'électrothérapie exactement comme le médecin qui refusait l'auriculothérapie, vous savez, Duchesne de Boulogne, qui disait ça ne marche pas. Et le docteur Thomas Logier a présenté une thèse de médecine en 1904 et c'était sur la lumière. Et moi, je pense que ça a forcément dû influencer le docteur Paul Logier. Le docteur Paul Logier a découvert 3 choses formidables, la cartographie, le RAC
et les fréquences, elles étaient les trois. Le docteur Raphaël Nogier, président actuel du GLEM, on lui doit un travail de synthèse de la pensée foisonnante de Paul Nogier. Grâce au travail qu'a fait Raphaël Nogier, on a vraiment, au GLEM, compris qu'il y avait deux sortes de points. Les points réflexes, par lesquels j'ai commencé ma conférence, et les points fonctionnels, électriquement détectables, ou bien détectables par le RAC. Et ça, c'est capital dans l'enseignement qu'on veut faire et pour pouvoir diffuser une méthode. Il faut des choses simples. Il ne faut pas aller sur des choses très complexes. Et il faut rester avec cette dichotomie, cette dualité de points pour pouvoir avancer dans toutes les écoles de l'orthothérapie. Donc, il y a un grand mérite à accorder à Raphaël Nogier d'avoir fait vraiment ce travail de synthèse. Et puis, cette école a 60 ans aujourd'hui, donc on en est très fiers. Et Claire Lucas, qui est ici, participe également avec une dizaine de professeurs. La deuxième école importante d'auriculo, c'est l'école de Paris. L'école de Paris, c'est le DU d'auriculothérapie neuromodulation auriculaire, qui est actuellement dirigé par le docteur Mireille Cherki, qui est responsable de l'enseignement pédagogique, qui est excusé pour ce soir. Et c'est une formation également sur 2 ans, avec un mémoire à l'issue. C'est une formation de très bonne qualité. D'ailleurs, je suis aussi titulaire du DU d'auriculothérapie. Le DU d'auriculothérapie a été créé en 1985 sous l'impulsion du docteur David Agoumi, qui lui a énormément travaillé sur la cartographie auriculaire avec des points très précis. Ce qui est important avec également le DU d'auriculothérapie, c'est que les élèves font des mémoires. Et cette année, il y a eu un mémoire qui a été fait par 2 étudiants. Il vient d'être publié, ou qui va être publié dans une revue qu'on appelle ICAMA, où les 2 étudiants ont travaillé sur le point réflexe et sur le point électrique en disant, en confirmant ce qu'on parle, ce qu'on dit au bien, que ce sont 2 points complètement différents. Et ça, c'est très important, et je suis très content de leur travail, un gros travail qu'ils ont fait, parce qu'en fait, on arrive à aller vers quand même une synthèse, une compréhension du commune entre les 2 plus grandes écoles d'auriculothérapie. Il y en a d'autres, mais je n'en parlerai pas. Ce sont les deux à la pointe de l'entraînement de l'auriculothérapie. Nous nous auto-évaluons. Nous sommes praticiens en auriculothérapie. Nous nous auto-évaluons comment en publiant dans les annales du GLEM, en publiant dans la revue ICAMA, une revue aussi d'un comité de reviewers, c'est-à-dire des articles, et également dans la revue EGEL, où à la fois il y a un comité d'éthique dirigé par le Dr Bernard Perrault, et aussi un comité de reviewers, donc tout est publié et revu, contrôlé. Et donc c'est pour vous montrer qu'il y a du travail de fait. C'est-à-dire, voilà, il y a des publications. Il y a énormément de respect à avoir pour tous ceux qui publient dans ces 3 revues. On a eu sur le plan institutionnel, on a une l'INSERM en 2013 qui a essayé d'évaluer l'auriculothérapie pour avoir une reconnaissance plus qu'officielle, puisqu'on est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, mais on peine encore à être reconnu par les autorités de santé. Et en 2013, que dit le rapport de l'INSERM? Il dit qu'en fait, on n'a pas été très bon. On n'a pas été très bon, c'est de notre faute, puisque, en fait, uniquement 43 études avec essais contrôlés randomisés sont exploitables. Pour vous donner une ordre d'idée, la médecine traditionnelle chinoise, il y a plus de 1000 essais contrôlés randomisés. Un essai contrôlé randomisé, c'est que vous prenez un bras, vous avez des patients, vous les traitez en auriculothérapie, et vous prenez un deuxième bras, où en fait, vous traitez avec des points, ce qu'on appelle sham, c'est-à-dire des points placebo. Un groupe contrôle, en fait. Vous ne traitez pas sur les points censés agir. Et après, vous comparez les statistiques. Eh bien, sur les 43 essais, un seul était français, plus, c'est un compte. Et à la fin, le compte rendu de ce travail dit oui, l'auriculothérapie marche, est intéressante dans l'indication de la douleur et de l'anxiété
périopératoire autour d'un geste chirurgical, mais ça nécessite encore d'être confirmé encore sur des bords. Il y a énormément de problèmes méthodologiques quand on veut faire des études en moléculothérapie, puisque je vous rappelle ce que disait le professeur Langevin. Si je mets une aiguille d'acupuncture, par exemple, ici, sur le ventre, je vais avoir un impact sur plusieurs centimètres. Qu'est-ce qui me dit qu'en mettant une aiguille sur l'oreille, je ne vais pas aussi avoir un impact sur plusieurs points, sur plusieurs centimètres, sur des zones qui sont en fait pas si neutres que ça si je mets des aiguilles soi-disant placebo. Donc ça rajoute des difficultés dans nos essais pour faire des essais de bonne qualité méthodologique. On a plusieurs enjeux. On a des enjeux nationaux. Les enjeux nationaux sont des enjeux pratiques, scientifiques et institutionnels. Alors, au niveau pratique, au niveau pratique, comment trouver un thérapeute? Parce que je vous ai peut-être envie d'essayer de vous faire soigner en thérapie. Alors, comment trouver un thérapeute? De deux façons. Vous avez, par exemple, le secrétariat du GLEM, le groupe Lyonnais d'études médicales, qui vous permettra de trouver le thérapeute le plus proche de chez vous. Pour ceux qui veulent trouver un thérapeute qui ont fait le DU d'auriculothérapie, eh bien, il y a le site Auriculo Academy. Vous pouvez trouver aussi les thérapeutes qui ont été formés par l'école de Paris. Voilà. Avec ces deux écoles, vous avez déjà des thérapeutes qui ont été formés dans de bonnes conditions. Les enjeux nationaux, c'est aussi lutter contre les dérives. Alors, quel type de dérive? Eh bien, par exemple, publicité ce matin, ouvrez un centre laser dans votre village ou dans votre ville, appliquez le laser 15 minutes, demandez 200 €, la personne n'aura plus envie de suivre. Ça prolifère, vous ne pouvez pas imaginer comme des champignons. Et ça nous dessert énormément. On essaie d'apprendre l'auriculothérapie avec des bases neurophysiologiques, c'est de la neurologie pour une grande partie, et vous avez des thérapeutes qui prolifèrent, qui ne sont même pas thérapeutes, ils n'ont aucune formation, et ils vous promettent de traiter des addictions dans tous les sens, avec un peu de laser, et ils vous prennent parfois 2 000 €, 3 000 € pour 2 jours. Une formation de 2 000, 3 000 €. Il faudrait qu'on lutte contre la surinterprétation des cartes, c'est-à-dire que après Paul Nogier, quand il a découvert, plusieurs écoles se sont un peu disséminées, c'est normal, sur toute la planète, notamment les Chinois. Alors certains Chinois disent, en fait, tous les méridiens arrivent à l'oreille. Pendant 3000 ans, il n'y a pas eu un méridien sur l'oreille. Brutalement, après 68, on trouve des méridiens. Alors moi, je veux bien être ouvert d'esprit, je ne sais pas s'il y a des méridiens, c'est quand même curieux que 3000 ans, ça fonctionnait comme ça, que brutalement, on trouve 14 méridiens sur l'oreille. Lutter contre les surinterprétations des cartes, c'est comme je vois par exemple sur Internet, le point de la libération cosmique. Je vois des thérapeutes mettre sur une page Google le point de la libération cosmique, le point de la joie, le point valium, le point interféron, un immunosuppresseur, le point du deuil. Alors, mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde, disait Albert Camus. Et je pense qu'il faudrait me dire, bon, cela va agir sur tel symptôme. Mais il faut arrêter de trouver des notes de musique, des fleurs, des noms de maladies sur l'oreille, comme vous pouvez le voir. Donc, certaines écoles se sont un peu égarées de la pensée régionale. On a quand même des bases neurophysiologiques de l'auriculothérapie. La somatotopie, elle est sûre à 100% pour tout ce qui est os, vertèbre, toutes les structures mésodermiques. Oui, d'accord, c'est plus flou pour le lobule, mais ça a été expérimenté des milliers, dizaines de milliers de fois. Renforcer les études cliniques rigoureuses, parce que beaucoup de publications, et c'est normal, quand vous êtes un thérapeute et que vous n'êtes pas affilié à un hôpital, vous pouvez faire des études de cas avec votre clientèle. Or que c'est compliqué, parce que normalement, on devrait demander aux comités d'éthique. Alors, quand on publie des fois 3-4 cas sur une telle pathologie, on n'a pas de contrôle. Mais à l'hôpital, on a des comités d'éthique, on a des comités d'éthologie,
Et j'espère qu'en formant de plus en plus de thérapeutes à l'hôpital, eh bien, ils s'intéresseront à faire des études avec des méthodologies robustes, c'est-à-dire avec des bons contrôles, pour enfin dire oui, les thérapies, ça marche. Explorer le tronc cérébral en IRM fonctionnel, ça serait intéressant puisque le lobule un peu mystérieux, en fait, est innervé par le plexus cervical superficiel et ces nerfs-là sont dans le tronc cérébral. Et on ne sait pas ce qui se passe après. Et le docteur Emmanuel Sadi du DU d'Auriculo de Paris disait ce qui est embêtant, c'est que l'IRM fonctionnel, quand on pose une aiguille, en fait, la stimulation par l'aiguille ne permet pas d'avoir un signal en IRM fonctionnel. On peut uniquement utiliser l'électricité. Et quand on utilise l'électricité, il faut utiliser l'électricité pendant 7 minutes. Donc en fait, on est bien embêté parce qu'on est sur un non-instrument. On ne connaît pas qu'est-ce qu'il se passe quand on met une aiguille dans le but. On pense que lorsqu'on met une aiguille sur le point barin, ça va agir sur la fibre, la représentation du muscle lombaire qui est contracté par son sciatique, puisqu'il y a une organisation spatiale liée à la somatotopie, mais pour le cerveau, mystère est complètement. Donc on a besoin d'équipes, de recherche. Ça viendra à partir du moment où on formera. Donc, on est pénalisé aussi parce qu'il y a une hétérogénéité des formations des différentes écoles, même si je vous ai dit, je trouve qu'il y a des choses qui bougent. La compréhension du point d'auriculothérapie, je pense, maintenant, entre les deux plus grandes écoles, entre le Glen et le DU de Paris, va, à mon avis, amener à des convergences d'enseignement, ce qui fait que les thérapeutes, en étant formés de la même façon, vont avoir des résultats qui vont être cohérents et similaires. Le signal RAC. Ça fait des années qu'on essaie de trouver un appareil pour l'enregistrer, puisqu'en fait, si on trouvait le signal RAC, on pourrait trouver l'autothérapie quelque part. Eh bien, nos doigts sont tellement mieux que des ordinateurs, et encore, en 2025, on n'y arrive pas. Il y a eu des expérimentations, il y a eu des résultats encourageants, et les équipes de recherche, notamment Chantal Guillez et Michel Marignan, ça n'a pas été confirmé. Même si les résultats étaient très intéressants, comme ce n'est pas confirmé, comme toujours, on restera dans un flou et on nous dira c'est du subjectif, ça n'existe pas. J'ai bon espoir quand même qu'avec l'intelligence artificielle, ça accélère les choses, parce que ça va aller beaucoup plus vite dans les moyens de recherche. D'autres enjeux nationaux institutionnels. On se renforcer le dialogue avec l'Académie de médecine et la Haute Autorité de Santé. Le diplôme d'auriculothérapie du DU est le seul reconnu en France. Le diplôme du Glen n'est pas reconnu, les certificats du Glen ne sont pas reconnus. Mais le diplôme qui est reconnu par l'État, puisque c'est lui qui le délivre, c'est pour ça qu'on s'appelle un diplôme, il n'est pas reconnu par la Sécurité sociale, il n'est pas reconnu par le ministère de la Santé, il n'est pas reconnu par le Conseil de l'Ordre. On marche sur la tête. On est reconnu par l'OMS. On a des milliers, des millions de consultations, on a des résultats. On est reconnu par l'OMS. On est autorisé du bout de l'oreille par la Haute Autorité de Santé et le Conseil de l'Ordre de pratiquer, mais on met des bâtons dans les roues en nous disant oui, mais une infirmière ne peut pas mettre une aiguille, alors que les IPA, les infirmières en pratique avancée peuvent prescrire des médicaments, les pharmaciens peuvent vacciner, mais une infirmière ne peut pas poser une petite aiguille de 3 cm avec 1 millimètre de largeur. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on nous caricature, pardon, et on nous catégorise dans l'acupuncture. Et l'acupuncture auriculaire, mais on ne fait pas que des aiguilles. On peut traiter avec des courants électriques fréquentiels, on peut traiter avec des lumières fréquentielles, comme je vous ai expliqué, on peut traiter aussi avec des couleurs et des photos. Et donc, comme on ne sait pas nous mettre, on nous met dans l'acupuncture. Et on dit l'acupuncture, c'est un acte médical. OK. Mais il n'y a pas que ça. Alors, on change de nom. Certains ont proposé la réflexologie auriculaire, pour pouvoir permettre aux autres praticiens de pratiquer. Alors, c'est une solution un peu bancale, je la regrette, effectivement elle est pragmatique, parce que je pense qu'il faut défendre quand même le mot auriculothérapie. Je pense qu'il faut développer la formation des professionnels de santé, et ça on s'y appelle, intégrer l'auriculothérapie dans tous les centres, dans tous les centres d'évaluation de la. Je pense que c'est nécessaire et c'est utile.
On n'a jamais évalué l'impact médico-économique de l'auriculothérapie. Mais quand vous allez voir un auriculothérapeute, ça coûte que dalle. Les aiguilles, c'est des centimes d'euros. La lumière, c'est des piles. Et les effets, ça permet la réduction de médicaments. Ça permet le mieux-être du patient. Et ce sont des patients, parfois, on voit arriver, qui sont en errance médicale, ce sont des situations où ils ont des blocages, que nous, nous arrivons à améliorer, pas toujours, bien sûr, mais que nous arrivons parfois à améliorer et parfois à guérir, parce que nous avons des outils comme le RAC pour trouver des os qui ne sont pas en bonne homéostasie. Et il n'y a aucune étude qui évalue ça. Donc, je pense que ceux qui font des études à l'hôpital en auriculothérapie devraient intégrer dans leur méthodologie un impact dans les critères secondaires sur l'impact social, l'impact économique de l'auriculothérapie. Je rêve un peu, mais peut-être que dans 20 ans, on parlera de statut d'auriculothérapeute auprès de la Haute Autorité de Santé, la Caisse de l'assurance maladie, comme un vrai métier. Et je pense que c'est un vrai métier. Oui. Les enjeux internationaux. Le GLEM organise depuis des décennies des symposiums internationaux. Il a organisé 11 symposiums internationaux de qualité parfois inégale. Il y a eu d'excellents symposiums internationaux avec des vraies découvertes, des choses qui ont énormément avancé. Mais beaucoup d'études qui sont présentées en auriculothérapie sont des études où, en fait, on va faire des études, vous savez, sur des TENS. Le TENS, c'est un petit appareil électrique qui envoie des fréquences électriques sur la connexion. Le TENS, c'est un appareil qui va activer le parasympathique directement par voie de flux. Et pratiquement tout ce qui est présenté dans le symposium sont des stimulations électriques de la connexion. Et on ne parle pas de la partie supérieure, et on ne parle pas du lobby. C'est un peu dommage. Il ne faudrait pas nous cataloguer uniquement des stimulateurs de conque avec un appareil électrique. On fait beaucoup plus que ça. Ça marche, bien sûr. Le TENS auriculaire, on l'utilise dans les soins antidouleurs. Ça a une action remarquable à long terme. Ça demande du temps, mais ça a une action remarquable sur l'inflammation, puisque le parasympathique il est lié au système de régulation hormonale sur l'inflammation. Et ça réduit l'inflammation dans des pathologies, par exemple, maladies inflammatoires chroniques, mais également des spondylarthrites ou des polyarthrites rhumatoïdes. Mais il faut quand même ouvrir le débat et essayer d'aller sur des études où on a des études qui montrent les points et sur l'ensemble du pavillon auriculaire. La compréhension de la cartographie auriculaire, ça aussi, il va falloir aussi que à la fois les différents auriculothérapeutes et les autorités font fait qu'on n'est pas de mauvaise foi, on est des gens honnêtes. On enseigne la vérité. On n'enseigne pas des noises, mais simplement avec une cartographie qui est dynamique, adaptative, où les points peuvent changer. Là, il faut nous laisser aussi le principe du doute, quoi. Et pas jeter l'eau et les oreilles dans du vin, quoi. Laissez-nous du temps. Avec ma compagne, nous avons créé un institut international en 2022, l'Institut international Godjet Nogent, et nous enseignons à l'étranger. La même chose est enseignée un peu au GLEM sur cette dichotomie, sur cette dualité de points, sur les points fonctionnels, sur les points réflexes, et on enseigne toujours, on traite les fonctions et on traite après la vision. Traiter la douleur, c'est bien, mais on essaie d'expliquer aux étudiants qu'il faut mieux traiter les fonctions et s'occuper des symptômes douloureux après. Ça fait 13 ans que je pratique l'auriculothérapie comme Pierre Lucas, et on a vraiment une passion, on a vraiment cette passion d'enseigner, de délivrer et de former. Alors, voilà, c'est un petit résumé de l'auriculothérapie en 2025. Oui, c'est de l'acupuncture auriculaire, mais pas que. Ça permet une unité entre le corps et l'esprit et l'oreille. C'est une réflexologie, puisque avec le traitement des points réflexes, vous pouvez avoir immédiatement un relâchement, une amélioration du douleur. Innocuité de l'auriculothérapie dans plus de 95%. On a exceptionnellement des effets indésirables avec l'auriculothérapie. C'est très, très, très.
L'hypnothérapie permet une connectivité, une meilleure connectivité entre le cerveau émotionnel, le cerveau rationnel, les réseaux de neurones. Ça permet d'harmoniser. L'hypnothérapie en 2005 est universelle, on l'enseigne sur les 5 continents, et on va continuer. Ça permet une libération des blocages, chose que parfois la médecine allopathique est un peu en échec. On dit ça aux patients, on ne sait pas. L'hypnothérapie permet une optimisation des ressources du patient. On va essayer d'upgrader tout ce qu'on peut pour lui permettre de se sentir mieux. Le toucher, oui, parce qu'il faut toucher l'oreille du patient. Il faut prendre le pouls du patient pour pouvoir détecter les points. C'est une thérapie holistique qui prend en charge l'ensemble du corps et de l'esprit du patient. Elle permet un meilleur équilibre de la balance neurovégétative entre le système sympathique et parasympathique. Elle permet dans bien des situations des réductions de médicaments qui sont source énormément d'effets indésirables et parfois inefficaces. Elle est toujours utile dans n'importe quelle situation, toujours en accompagnement. On pourra toujours faire quelque chose. Je pense que l'hypnothérapie a une action de prévention qu'on mésestime et qu'on sous-estime. C'est une thérapie intégrative, surtout lorsqu'on prend en charge un patient complexe chronique. Et j'ai besoin de tout le monde pour aider un patient dans ce cas quand je travaille au centre d'évaluation clinique. Enfin, pour moi, elle est efficace. J'aimerais terminer cette conférence en disant quelque chose avant. D'abord, vous remercier d'être venu. Remercier les membres du GEPCOM, les amis du GLEM, les amis du DU aussi, tous mes patients aussi, avec qui je travaille et je continue à travailler. Et voilà, on va continuer là-dessus. À la fin de cette présentation, vous allez trouver des diapositives avec des bibliographies. Vous allez avoir des références scientifiques que je vous ai racontées. Vous avez 2 livres, excellents livres que je recommande. Le livre de Chantal Guiez sur les foyers dentaires pour ceux qui sont dentistes et qui sont passionnés pour les pathologies orofaciales. Et le livre du RAC, qui est un livre fait pour les praticiens de santé, les professionnels de santé, qui a été écrit par Raphaël Nogier et Anthony de Soula, qui s'appelle Le RAC. Et puis, il y a aussi une petite vidéo. Il y a un lien avec une vidéo qui va vous permettre de voir Paul Nogier travailler. C'est une vidéo d'une demi-heure et qui va vous montrer comment on fait Paul Nogier et comment il travaille sur quelques patients. Voilà, écoutez, dernière chose. Nous enseignons la vérité, nous enseignons avec passion et nous continuerons. Et j'ai une pensée ce soir à ma compagne qui, elle, enseigne à Zagreb, 50 médecins ce week-end. Voilà. Merci à vous. Oui, par rapport, moi j'ai une question par rapport à la façon de repérer les RAC. Moi je pratique la cohérence cardiaque depuis très longtemps et on arrive à voir effectivement les battements cardiaques, la notion de cohérence, l'incidence sur le nerf vague et la fréquence en fonction des émotions qui passent. Donc, quand je vous entendais parler, je me demandais pourquoi cette technique ne serait pas utilisée pour repérer les RAC. Parce que visiblement, enfin, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes. Alors, vous avez raison sur le fait que l'hypnothérapie va agir par le système végétatif, par le système parasympathique, aussi par les organes lactiques, mais pas que, bien sûr. Après, si vous voulez, c'est pas une variation quantitative, c'est-à-dire que la fréquence ne va pas se modifier, ralentir ou s'accélérer quand vous prenez n'importe quoi. C'est vraiment une modification qualitative. La cohérence cardiaque va activer votre système parasympathique et vous allez avoir des bénéfices pendant plusieurs heures. Si vous faites un exercice de 5 minutes, vous activez votre système parasympathique. En fait, vous régulez. Vous régulez la balance pour que cette balance soit optimale pour ressentir les bienfaits et donc notamment les bienfaits neuro-endocrinaux. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas le moyen, avec les appareils, si vous voulez, de bloc opératoire, d'anesthésie, de prise du pouls, on ne voit pas le signal du signal normal, du cri normal. C'est tellement fin,
ça fait intervenir vraiment des variations minimes. C'est comme le coup chinois, quoi. Il y a trois niveaux de coup chinois. Non, c'est autre chose. Les coups chinois, c'est vraiment un état, un diagnostic en fait de patient. Tandis que là, on va être sur un signal oui ou non. Bon, la question que vous posez. Est-ce qu'il y a des auriculothérapeutes à Nancy ou Strasbourg? Et puis une deuxième question, j'ai entendu récemment que l'oreille était le seul organe qui continue à grandir à l'âge adulte. Je voulais savoir si c'était vrai. Alors, une question qui demande s'il y a des auriculothérapeutes à Strasbourg. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait, que l'oreille continue à grandir? Ça m'a surpris. Écoutez, j'ai pas de connaissances. Enfin, je ne vois pas ce que vous voulez dire, en fait, oreille a grandi. En fait. En termes de taille, non, normalement, la taille ne se modifie pas. Vous avez à peu près 6-7 cm de hauteur et 3-4 cm normalement de largeur. L'anatomie ne se modifie pas vraiment. Vous pouvez avoir éventuellement des taches, des boutons, des petits sillons qui apparaissent. Oui, c'est vrai, des anomalies dermatologiques. D'ailleurs, qui peuvent être intéressants parfois pour des diagnostics. Mais globalement, l'oreille, non, ne continue pas à grandir. Par contre, le cerveau, oui. Le cerveau peut toujours continuer à créer des neurones. Alors peut-être que c'est peut-être ce que vous voulez dire, on crée toujours des synapses, même si on a 90 ans, on va créer des nouvelles synapses, des nouveaux réseaux neuronaux. Et j'ai pas... Alors sur Strasbourg, est-ce qu'il y a des auriculothérapeutes? Oui, je pense, puisque Oui, Paris-11 et Strasbourg. le DU de Paris, c'est Paris-Strasbourg. C'est ça. Donc, moi, j'ai pu former aussi à Strasbourg dans le cadre du DU. Donc, il y a forcément des gens de la faculté de Strasbourg qui ont fait de l'auriculothérapie et qui sont sûrement accessibles par le site auriculo-académique que je vous ai mis sur le PowerPoint, que vous pouvez récupérer et trouver. On peut dire en passant que ce DIU a été aussi créé sous l'égide, entre autres, du professeur Kopfer-Schmidt, qui était donc un médecin, professeur à la faculté de médecine de Strasbourg. Est-ce que l'auriculothérapie peut soigner la fibromyalgie? Alors, est-ce que l'auriculothérapie peut soigner la fibromyalgie? C'est une maladie qui n'est pas vraiment connue, en fait. Ah si. On ne peut pas dire ça en 2025. Il y a eu vraiment de la recherche sur la fibromyalgie, il y a des publications, des rapports qui sont énormes. La fibromyalgie, on en apprend de plus en plus. C'est une vraie maladie. C'est un problème, ce qu'on appelle de filtre de la douleur, de contrôle inhibiteur de la douleur. Les patients, on les touche à peine, ils ont une douleur. C'est une vraie maladie avec des structures qui ont été identifiées, notamment aussi dans le tronc cérébral, qui sont pathologiques. Après, si vous voulez, la fibromyalgie, il faut prendre en compte ce modèle biopsychosocial. Vous connaissez quelqu'un qui est atteint? Ouais. Donc, la fibromyalgie, c'est tout un ensemble, c'est de la neurologie, d'accord. Mais c'est une approche vraiment globale avec ce modèle. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotionnel aussi dans la fibromyalgie, associé à une maladie neurologique reconnue. Hein. Attention, je ne dis pas que c'est purement que psychologique. Mais il y a aussi des troubles de l'attachement dans l'enfance. Ça a été souvent statistiquement retrouvé. Et la fibromyalgie, eh bien, il y a eu le docteur Bernard de Fontaine, par exemple, a présenté le dernier symposium international d'auriculothérapie à Copenhague, a présenté une étude qui a montré en fait qu'il y avait des marqueurs de qualité de vie qui s'amélioraient, et tant au niveau social que physique, mais également aussi sur la douleur. Donc en fait, c'est une question qui est difficile de vous poser parce que c'est une pathologie chronique qui veut dire donc complexe, et qui nécessite, à mon avis, une prise en charge aussi intégrative avec beaucoup de thérapies. Ça demande de la patience, et il faut que le patient ait envie aussi de se sortir de ça. Il faut vraiment que ce soit une démarche volontaire
de vouloir aussi, de réfléchir à sa vie, qu'est-ce qu'il vit, comment il vit. Enfin, c'est vraiment quelque chose de difficile, mais c'est vraiment une maladie de revue. On ne peut pas dire, c'est une maladie psychologique. Non, en fait, c'est reconnu. Hein. Oui, aucun médecin ne doit dire aujourd'hui, toi, je suis moi, je me suis. C'est dans la tête des gens. Hein, et d'ailleurs, ça rassure les patients. Ça rassure les patients quand on leur dit, voilà, vous avez la psychose. Parce que quand vous avez une maladie, que vous avez des douleurs, que vous voyez des médecins, des grands spécialistes, des hôpitaux, et on vous dit, encore faut-il que l'emploi. Je vais vous voir. On vous dit rien. Maintenant, on a des questionnaires pour la fibromyalgie, questionnaire FOSS, par exemple, c'est 10 questions. Et si vous répondez oui à 5 des questions, on est pratiquement sûr à plus de 80-90% que la patient est atteinte de fibromyalgie. Donc, on va en diagnostiquer de plus en plus aussi, parce qu'il y a une meilleure prise en charge, mais c'est une pathologie. C'est la parole à Claire. Claire, qu'est-ce que tu penses, toi, de notre enseignement anglais? Comment tu le vois? Comment tu le lis? Très bien. Oui, oui, ça, je peux rien. Demandez à Claire Lucas, Claire, qui va parler des mots. Près du micro, s'il vous plaît. Claire Lucas a une formation orthophoniste, alors j'aimerais bien qu'elle parle peut-être. Ah oui, bonne idée. Mais tu l'as déjà très bien fait. Avec les mots. Donc j'enseigne au Gleb également, aux côtés de Stéphane et d'autres. J'ai vu Chantal qui est là. J'enseigne particulièrement aux orthophonistes parce que l'auriculothérapie est très complémentaire aux prises en charge conventionnelles et non conventionnelles des orthophonistes, notamment dans une pathologie que vous connaissez certainement tous, qui est la dysoralité sensorielle. Donc, ces enfants qui trient les aliments, qui mangent très peu, on les dit difficiles, en tout cas on les disait difficiles, et donc ils rejettent souvent les légumes, les fruits, les morceaux dans la soupe, dans la purée, et l'auriculothérapie en quelques séances règle les problèmes, ce qui est très très rare pour une orthophoniste conventionnelle. Et l'auriculothérapie intervient également dans plein d'autres pathologies traitées par des orthophonistes. C'est vraiment un plus. Hein. Ah oui, oui, oui. Ça D'accord. ça abrège la durée de prise en charge. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la réflexologie plantaire? Alors, que penser de la réflexologie plantaire? Alors, c'est une réflexologie plantaire que je connais peu. Il y a aussi des études qui seraient faites. Il y a encore des amis du GEDCOP qui ont essayé de publier il n'y a pas très longtemps une étude qui n'a malheureusement pas pu prouver de façon certaine l'efficacité de la réflexologie plantaire. Mais j'en discutais par exemple avec un ami, le Dr Pascal Vidal, qui lui travaille en auriculothérapie avec la musique photonique, avec des couleurs et des fréquences. Et en fait, il me disait qu'il avait été se former en Inde. Et il me disait que des épaules gelées, il les améliorait de façon remarquablement avec la réflexologie plantaire. Donc, je pense que lui, il a énormément travaillé sur des épaules qu'on appelle gelées, des épaules, vous avez ce qu'on appelle des capsulites, des épaules complètement immobiles. Et en réflexologie plantaire, il avait d'excellents résultats. Mais avec des techniques peut-être qu'on ne connaît pas peut-être en Occident. Mais voilà, je pense que c'est efficace. Je ne vais pas vous en parler plus, à part ce témoignage. Et je vais faire une visite avec lui à des autres. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour votre attention. Et puis, merci au GEDCOP de m'avoir donné la parole sur ce sujet que j'aime beaucoup. Je pense qu'on ne le regrette pas. Hein. Bravo Stéphane.